Amis du lundi hardi, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de la réinformation en format estival. Alors avec moins d'actualité, avec plus de fond, plus de portraits. Et c'est un plaisir renforcé par le fait que l'un des bonheurs du métier de journaliste, c'est de pouvoir, sous couvert de travailler, s'amuser avec les copains, comme c'est le cas toutes les semaines, et recevoir des personnalités qu'on admire. Alors c'est précisément ce qui arrive aujourd'hui, puisque j'ai la chance de recevoir mon écrivain vivant préféré. Et la chance est double, puisque de son côté, il a bien failli être ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni vivant, ni écrivain, de fait, puisqu'il serait mort. Pardon de rire de... Non, on attend de voir comment tu vas t'en sortir, surtout. Mais mort de rire. Voilà, Avant de vous donner son nom, je voulais vous raconter une petite anecdote authentique qui a donné naissance à l'émission qui va suivre. Il y a quelque temps, j'ai eu des petits soucis médicaux qui m'ont amené à avoir des batteries d'examens terribles, dont un notamment, que je ne souhaite à personne, qui s'appelle l'échographie œsophagique cardiaque. C'est épouvantable. Et je ne savais pas du tout ce que c'était, si ce n'est qu'on vous rentre un tuyau dans la gorge pour aller examiner le cœur avec une caméra. Et c'était un drôle de moment, parce que je me doutais que ça allait être un examen un peu bizarre, mais quand on en a fait 5 ou 6, en fait, on s'en fiche et on y va. Et là, en rentrant dans la salle, il y a une gentille infirmière, une jeune infirmière qui m'a mis à l'aise, qui m'a demandé d'enlever ma chemise, qui m'a demandé si je voulais des parfums dans la salle. Donc, c'est un peu bizarre. Il y avait des bulles dans un appareil pour vous détendre, un peu genre bien-être, etc. Et c'était du massage thaïlandais, j'ai l'impression. C'était pas loin. Et elle m'a dit, pendant tout l'examen, je vais vous masser les épaules. Et là, je me suis dit, oula, il va se passer quelque chose de grave, parce que je sais bien que je suis charmant, mais je me suis dit que c'était pas forcément pour moi qu'elle disait tout ça. Et elle m'a demandé si je voulais écouter une musique, en plus de tout le dispositif mis en place. Et spontanément, comme je comprenais qu'il allait se passer un truc pas forcément marrant, j'ai dit, je voudrais une émission du Masque et la Plume avec Éric Neuhoff. Et c'est vrai. Et on l'a écouté. Et voilà, et donc, en sortant de cet examen tout à fait désagréable, je me suis dit, je vais contacter Éric Neuhoff. Et je lui ai raconté cette histoire saugrenue, et il a bien voulu me rencontrer. Et aujourd'hui, donc, nous voilà en studio pour parler de son nouveau livre, et plus généralement, de sa vie et son œuvre. Alors, pour m'accompagner au cours de cette émission estivale, j'ai la joie d'être accompagné par les hussards de la réinformation, Richard Dessès, donc directeur de la rédaction de Radio Courtoisie, et Xavier Van Lier, journaliste, et donc Éric Neuhoff. Alors, Éric Neuhoff, vous êtes journaliste, vous êtes critique littéraire et de cinéma au Figaro et au Figaro Magazine. Vous êtes écrivain dans l'école qu'on appelle les néo-hussards. Il paraît, oui. Il paraît. Vous nous direz ce que vous en pensez tout à l'heure. Et après L'homme couvert de femmes, que vous connaissez bien, je crois qu'il y a Drieux-La Rochelle que vous appréciez. Ah, je pensais que vous parliez de moi. Non, je vous ai baptisé l'homme couvert de prix, parce que j'ai regardé, vous avez le prix Roger Nimier, l'Interallié, le Grand Prix de l'Académie française, le Renaudot, les Deux Magots, le CAS, le prix Georges Brassens, ça je sais pas ce que c'est. Ça n'existe plus. Ah, c'était peut-être ça dont vous parliez, Richard. On pourrait y revenir. J'en passe un certain nombre, et vous étiez jusqu'à récemment une espèce protégée, une sorte de rareté un peu un signe de snobisme du service public, puisque vous étiez un journaliste de droite sur Radio France. Puisque vous avez journaliste du Figaro. Du Figaro. Vous étiez donc pendant 20 ans un des piliers du Masque et la Plume sur France Inter. Vous êtes aussi, pour compléter, le père de 2 garçons, Hubert et Gaspard, qui ont donné naissance à ce que j'estime être l'un de vos plus beaux livres, qui s'appelle La Barbe à Papa. Et tout cela donc aurait pu ne jamais arriver, comme on le découvre en lisant votre nouveau livre, donc Pain Total, qui lui est paru chez Albin Michel dans la collection Itinéraire. Et, pardon de faire encore un jeu de mots, mais je me dis trajectoire du sujet aurait été mieux choisi, mais voilà, puisque à 22 ans, donc vous avez eu un terrible accident de voiture, et votre meilleur ami qui était au volant a été tué, et vous avez survécu. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ? Oui, c'était l'été 78, le week-end du 14 juillet sur la Costa Brava, et où je passais les vacances avec mes parents chaque année, et cet ami était venu nous voir. Lui, c'était la première fois qu'il mettait les pieds dans la région, et il avait une 304 décapotable.
Et après le dîner, on a décidé d'aller dans une boîte dans les terres, une ferme restaurée à moitié en plein air, qui s'appelait le Rachdingue. Et sur la route, j'étais avec lui, on était tous les deux seuls dans la décapotable. Il y avait d'autres amis, mon frère dans une autre voiture. Et moi, c'était la première fois que je montais dans un cabriolet. Donc avec la nuit, les étoiles, les odeurs d'eucalyptus, le vent, c'est assez grisant. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que j'ai vu que les phares éclairaient le bas-côté, la poussière, le gravier. Et la dernière image que j'ai en tête avant le trou noir, c'est la pile d'un pont en ciment. Et ensuite, j'ai repris conscience, j'étais allongé sur le bitume avec des gens qui me parlaient. Et je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. Et là, vous apprêtiez aussi à prendre l'avion pour la première fois. Oui, c'était Europe Assistance, oui, c'est quand même un drôle de baptême de l'air. Je n'avais jamais pris l'avion à l'époque. Oui. Et comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez compris un peu comment s'est passé cet accident? Pourquoi ça s'est produit? J'ai cru qu'en écrivant le livre, 45 ans presque après, j'allais avoir une révélation. Et non, je ne sais toujours pas. Peut-être qu'il s'est endormi. Aucune idée, ça reste un mystère. D'accord. Alors, on va écouter un petit morceau de musique parce que vous avez choisi un certain nombre de morceaux à écouter. Et il y en a un qui se prête un petit peu, et vous nous en parlerez après, au thème, un des thèmes essentiels du livre. Voilà, c'était un extrait de Souffrir par toi de Julien Clerc, alors qui est une des chansons que vous avez choisies pour cette émission, Éric Neuhoff. Parole d'Étienne Rodagil. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix? Parce que je trouve que la mélodie et les mots sont vraiment magnifiques. Et à l'époque, je ne savais pas que c'était une chanson sur France Gall qui avait quitté Julien Clerc. J'ai découvert ça tout à fait récemment. Et je trouve qu'il y a là-dedans une justesse, une gravité, une poésie qui me frappait beaucoup. Ça fait partie des chansons que je peux écouter tout le temps, à intervalles réguliers. Et Rodagil, c'était vraiment un poète. Il avait aussi écrit Ballade pour un fou pour Julien Clerc, où il y a ces phrases. Et dans ce monde où tous les hommes se croient debout, je suis le seul à me vanter de me traîner à tes genoux. Et quand on a inventé ça, on peut mourir tranquille. Alors, puis ça accompagne. C'était l'époque aussi. C'est qu'il faut se souvenir que, vous êtes trop jeune, vous. Dans les années 70, toutes les chansons étaient nouvelles. Oui. Aucune radio ne diffusait un morceau qui avait plus de 6 mois. Donc, telle ou telle chanson marquait une date bien précise. D'une vie, alors qu'aujourd'hui, on s'y perd un petit peu avec toutes les rediffusions. Et là, c'était des marqueurs. D'accord. Alors, cette chanson, elle date de quand d'ailleurs? Elle doit dater de 76, quelque chose comme ça. C'est pas très loin. Très exactement. 75. Merci Xavier. Voilà, bravo. L'année de ma naissance, oui. Donc effectivement. Alors, votre accident a eu lieu en 78, je crois. Vous aviez 22 ans. Et alors, on dit que les Esquimaux ont des dizaines de mots pour décrire le blanc ou la neige. Et vous, à lire donc, votre livre, donc Pain Total chez Albin Michel, je me suis dit que vous aviez un moyen d'aborder un des thèmes, encore une fois, qui me semble vraiment important, qui est la douleur, par 1000 aspects. C'est-à-dire vous la décrivez vraiment dans toutes ces nuances. Est-ce que vous gardez déjà le souvenir de cette souffrance, c'est-à-dire de manière un peu incarnée, et surtout comment vous l'avez restituée 45 ans après? J'ai fait pas mal de recherches, comme je suis resté 1 an en clinique. Et oui, ça revient quand on écrit. C'est assez curieux. J'ai l'impression que la mémoire est comme un disque dur d'un ordinateur, que tout d'un coup, les sensations, les couleurs, les bruits reviennent. Et la douleur, elle a du mal à se réincarner vraiment, parce que c'est un truc tellement fort sur le moment, qui est tellement envahissant qu'il n'y a plus que ça qui compte. Les gens qui ont connu l'occupation disaient souvent qu'ils en voulaient aux Allemands, parce qu'ils les avaient obligés à ne penser qu'à la nourriture. Et quand on a un accident de voiture, il y a la souffrance qui prend toute la place et qui est la reine, et vous êtes vraiment comme un jouet, un morceau de bidoche, et la seule pensée que vous ayez, c'est que ça s'arrête. Et en fait, ça ne s'arrête pas. Parce que pas vraiment, non, ça recommence, et ça change de forme, ça change d'endroit, et il y a les médicaments, mais ça ne suffit pas, et puis
vous êtes vraiment un yo-yo à la merci de ce truc-là. Oui, et puis aussi du personnel, parce que vous évoquez... Oui, bah oui, vous êtes complètement... Entre celui qui refuse de vous gratter le nez, je crois. Ah, ça, c'est la personne que j'ai le plus haï dans ma vie. C'est que j'étais sur un brancard, et comme je revenais d'Espagne, j'avais eu un coup de soleil, j'avais le nez qui pelait et qui me grattait, je ne pouvais pas bouger, je lui ai demandé de me gratter le nez, il a refusé. Et j'ai encore sa tête, là, avec sa petite moustache, si je le retrouve aujourd'hui, je vais l'étrangler. C'est drôle, quand même, là. Oui. C'est à 2 personnes qui m'ont agacé là, pendant ce séjour. C'est une anesthésiste aussi qui, pour me faire plaisir, avant d'injecter le pain total pour l'anesthésie générale, m'a dit vous ressemblez à Jimmy Connors. Ah oui, Jimmy Connors, oui. Et moi, j'aimais pas du tout Jimmy Connors. Je trouvais qu'il avait une tête d'abruti. Et je me suis réveillé en cherchant cette dame qui était bien gentille et qui, hélas, n'était pas là. D'accord. Alors, non, mais comme quoi, il y a aussi des petits détails idiots. Quoi, qui se figent dans la mémoire pour toujours. Oui. Ouais. Vous parlez aussi de ces infirmières alors, qui font sûrement leur boulot, mais qui vous retournent vraiment comme une crêpe, on perd un peu toute forme de pudeur. Ah oui, c'est ça qui est terrible. Au début, on se dit non, c'est pas possible. Puis vous êtes tellement invalide que vous êtes bien obligé de vous laisser faire. Puis elles font ça assez efficacement, et puis en faisant un petit peu attention, mais vous êtes un malade parmi d'autres, sinon je pense qu'elles ne pourraient pas tenir le coup. Oui, j'imagine, effectivement. Est-ce que l'un de vous a une question pour Éric Neuf concernant cette souffrance Non, j'ai trouvé intéressant qu'on commence par ce thème de la souffrance, non pas que ça traverse véritablement votre œuvre, mais il y a chez les Hussards un rapport constant à la mort, en fait. Évidemment, Monsieur non seulement ils sont morts tous, voilà, mais avant même, je veux dire, le Monsieur Jadis est un livre fondateur, et donc, il y a à chaque fois cette espèce de contradiction incroyable entre le souvenir et l'absence, et on a l'impression que ça fait vraiment partie des choses qui fondent votre littérature. Oui, non, puis moi, il y a la souffrance, mais il y a aussi l'idée, grâce à cet accident, qu'il ne pouvait plus jamais rien m'arriver d'aussi grave, quoi. Donc, tout le reste me paraissait anodin, même les emmerdements, les divorces, ces choses-là. Après ce qui s'était passé, c'était rien. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour les auditeurs de Radio Courtoisie? Donc, c'est votre jambe, en fait. Oui, j'avais la jambe, enfin, entre autres, mais c'était le plus grave, la jambe gauche, le bas de la jambe gauche en charpie. Et à un moment, vous dites que vous la voyez même à l'horizontale, je crois. Enfin, j'ai repris connaissance là, sur une espèce de table métallique dans un hôpital. Et j'étais allongé sur le dos et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que le pied gauche était à plat à côté de l'autre jambe. Alors, et puis l'infirmier était en train de découper mon pantalon. C'était un pantalon, un pantalon en toile blanche que j'avais eu beaucoup de mal à trouver. Et j'avais envie de lui dire, mais non, mais enlevez-le-moi normalement. Et puis comme c'était en Espagne, je parlais mal espagnol, j'étais sonné. Et voilà, il y a ces choses-là qui restent. Et ensuite, j'ai été rapatrié à Garches, là, dans la banlieue parisienne. J'ai été opéré plusieurs fois. Et vous avez eu de la chance aussi, parce que je crois me souvenir qu'il y a un moment où on vous projetait de vous amputer. Oui, c'est ce que j'ai compris, parce que je devais être réopéré au bout de 2 mois. Et les infirmières et les aides-soignantes sont venues me voir en me donnant une liste d'établissements où partir, parce qu'elles ne l'ont pas dit clairement, mais c'est ce qui allait m'arriver. Mais comment vous comprenez ça, en fait? Parce qu'ils n'arrivaient pas à juguler une infection, et si elles sont venues, c'est qu'ils auraient coupé la jambe. Et je me suis retrouvé à la clinique Jouvenet, chez le professeur Judet, qui était un génie de la chirurgie, qui a inventé des fixateurs externes qui portent son nom, et qui était un type assez fabuleux, d'ailleurs, une personnalité, un creusois très marrant, avec une moustache en brosse à dents, comme un personnage de bande dessinée, et qui, ironiquement, le pauvre, est mort durant une intervention pendant l'anesthésie sur le billard. Ouais. Oh. Mais qui m'a sauvé la vie et la jambe. Bon. Xavier Van Lier, vous vouliez... Non, mais enfin, je trouve le livre intéressant également parce que il permet à la fois de justifier
et aussi de tempérer la nostalgie ou la mélancolie qu'on peut ressentir en songeant au temps passé. Désormais, les années 70 font partie de ce temps passé, dont on se dit parfois, enfin moi c'était mon enfance, mais dont on se dit parfois que la vie était plus belle, plus douce, plus pétillante aussi. Enfin on imagine très très bien ces deux jeunes hommes dans la voiture décapotable, l'ambiance qu'il pouvait y avoir, les sorties, un monde peut-être plus léger que celui d'aujourd'hui, mon moralisateur aussi, mais en même temps, on voit qu'il y a un certain prix à payer, et notamment à l'évidence, les soins médicaux ne sont pas tout à fait les mêmes à l'époque qu'aujourd'hui. Et voilà, et notamment la présence de la souffrance dans ce type d'environnement, à mon avis, voilà, ça permet de faire la part entre ce qu'on a perdu et peut-être ce qu'on a gagné dans ce laps de temps où le monde s'est, à l'évidence, totalement transformé. Voilà. Jamais une réflexion plus qu'une question. Non, c'est pas faux ce que vous dites. Oui. Et puis en plus, entre nous, la souffrance ne sert pas à grand-chose. Hein. On dit que ça vous grandit, que ça vous rend plus fort. Ouais. Je suis pas certain, non. Ça vous empêche de courir, de faire du ski, en ce qui me concerne. Et non, c'est comme le dentiste, hein, la roulette, quand ça s'arrête, c'est mieux. Hein. Mais alors du coup, oui, tout vous paraît du bonus ensuite. C'est en ce sens que peut-être ça vous rend plus fort. Là. Et est-ce qu'un peu, pour rebondir sur ce que disait Richard de Sèze, c'est pour ça que vous, comment dirais-je, vous abordez la vie, oui, dans votre œuvre, et puis vous avez aussi cette attitude, peut-être avec une certaine désinvolture, avec une légèreté, avec pas mal de dérision ou d'autodérision, le goût du contre-pied, si je puis dire, malgré votre jambe. Est-ce que c'est lié à cet accident? Oui, je crois. Ouais. Je crois que ça. Vous aviez ce caractère avant l'accident ou pas un petit peu, mais ça s'est accentué. Ouais, ça s'est accentué. Je le crains, hélas pour vous. Tant mieux. Mais ouais, c'était non parce que vous vous dites si à un moment j'ai cru dans l'ambulance qui m'emmenait après l'accident que j'allais partir. Là. Et c'était un moment assez doux d'ailleurs. Je me suis dit bon, si la mort n'est rien, la vie c'est pas grave. Donc tout ce qui a suivi pouvait pas m'atteindre et il fallait prendre le bon côté des choses. Mais sans littérature, c'est-à-dire quand des ennuis vous arrivent, vous arrivez vraiment à vous dire d'accord, c'est pas si grave. Ouais. Et puis à la limite, je trouve ça intéressant. Je sais plus qui avait dit la vie est dure mais jamais ennuyeuse, et je trouve que c'est une formule tellement vraie que. Non. Alors, pendant cette année, en tout cas, vous vous êtes pas mal ennuyé, puis il y avait des tas de choses qui vous passaient sous le nez, des films, et puis aussi de la musique. On va en écouter encore une qui, apparemment, vous plaît beaucoup, qui vient d'un album des Rolling Stones. Mélodie, donc des Rolling Stones, de l'album Black and Blue, qui date de mémoire, je crois, de 72. Oh non, 78, 75, je sais plus. Ouais, ou 16. Ouais. Si Xavier Van Lier peut nous le dire. Et à l'époque, si on avait su qu'en 2025, les Stones seraient encore un là, groupe qui fait des tournées, personne ne l'aurait cru. Oui, c'est leur premier album avec leur nouveau et dernier guitariste, qui s'appelle Ron Wood. Ouais. 76, merci. Et alors j'ai l'impression que c'est votre album préféré d'ailleurs, Black and Blue. Vous en parlez régulièrement, je vous ai souvent vu ou entendu en parler. Oui, parce que j'étais... Pourtant c'est pas le plus réputé. Non, mais bon, c'est celui que... J'aime bien aussi Exile on Main Street, évidemment, mais toutes les chansons ne sont pas parfaites, alors que dans celui-ci, elles me plaisent toutes. Là, mais c'est peut-être dû à l'époque et à la nostalgie, ça. Et puis c'est aussi... Je parle beaucoup de tous ces trucs-là dans le livre, parce que c'est en gros, ça aurait pu être la dernière année de ma vie, tout ce qui s'est passé là, et c'est revenu là en écrivant le livre. Alors d'ailleurs, on va passer à d'autres sujets, parce qu'il y en a beaucoup, mais Pain Total, donc ce n'est pas seulement un livre sur la souffrance, en fait c'est un peu ce que vous venez de dire, c'est une année entière, ou c'est la décennie des années 70 d'ailleurs, parce que vous faites beaucoup d'allers-rets-retours, vu de votre lit. Quoi. Ouais. On parle aussi... Oui, parce que moi, il ne m'arrivait rien pendant 12 mois. Là, j'étais là, allongé. Je voyais tous les films. Enfin, je savais qu'il y avait tout un tas de films qui sortaient. Mais il n'y avait pas de plateforme VOD. Non, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de VHS, même, j'imagine encore. Et puis moi, j'avais le gros poste de télévision avec 3 chaînes et je regardais Daniel Gilbert, en gros. Et donc, j'avais un sentiment de frustration terrible. Et puis aussi, c'était
comme mon ami s'est tué là, pendant cet accident, c'était la première fois qu'un de nos amis mourait, quelqu'un de notre âge, c'était notre premier mort, donc ça a été un petit peu un événement qui a changé les choses, ouais, ça a compté, ça aussi. Si c'est pas trop indiscret, Ouais. comment vous prenez, je veux dire, comment vous l'encaissez, ça? C'est parce que vos parents vous l'ont longtemps caché. Vous l'ont Ouais, caché ils ont pendant attendu temps, un autant petit que peu, possible, ils ont en eu tout cas, raison, ouais. je crois, ouais, parce que ça m'aurait un petit peu laminé. Et ouais, ça m'a fait un choc, là. C'était tellement bête. Et puis ce type-là était brillant, voulait écrire. On ne sait pas ce qui serait devenu. Et à un moment donné, j'imagine qu'il est toujours vivant et qu'on se voit aujourd'hui. Ouais. Mais c'est un drôle de truc, quoi. Oui, je lirai un peu ce que vous lui dites à sur la la- fin de l'émission. Sur la fatalité, pourquoi lui, pourquoi pas moi. Non, ce qui m'aurait vraiment ennuyé, c'est si moi j'avais conduit et que lui ne s'en était pas sorti. Ça, je pense que Pour la ça aurait- responsabilité. Ouais. Déjà là, c'est pas facile. Enfin, c'est Mais pas de votre faute du tout. non, mais bon, c'est Oui. ouais, c'est compliqué. Ouais. Alors justement, moi, j'ai trouvé que ce livre Non. était plus difficile à lire au Mm. sens où enfin, il y a beaucoup, encore Mm. une fois, quand même de comment dire, Mm. ouais, de souffrance quand même. Mm. Et je me suis sincèrement demandé si vous pouviez encore écrire. Enfin, est-ce que c'est pas un livre un peu de testament? Et en fait, comment on reprend l'écriture après ça? Parce qu'on a l'impression que c'est un livre un peu définitif. Je vais pas avoir un deuxième accident, je vous Non. rassure pour ça. Mais est-ce que vous avez recommencé à écrire? Est-ce que vous avez Oui, déjà oui, une nouvelle ah, idée? ouais. Et comment on fait alors? Parce que Ah bah, on c'est prend pas- un c'est un stylo sacré morceau, et une quand feuille même. blanche. oui, mais Et non, mais c'est comme le dentifrice, vous appuyez Ouais. sur le tube et et ça ça sort. vient. Ouais, non, moi j'ai jamais connu l'angoisse de la page blanche. Hein, Ah bah c'était une de mes questions, tiens. Ah bon. Sauf si des camarades en ont, mais Non, c'est très bien comme question, c'est très bien. ouais. C'est quoi une journée d'Éric Neuhoff? Ah bah ça dépend. Par exemple, aujourd'hui, j'ai déjeuné avec vous et je suis à la Ouais. radio. D'autres jours, je vais voir des films, je lis un livre, j'écris des articles. Vous avez une routine ou c'est... Non, pas du tout. Et vous écrivez quand? Bah, N'importe quand quand il faut. Mais quand c'est pour des livres, j'écris jamais plus de 2 heures à la fine. Parce D'accord. que j'en ai assez vite. Ouais. Et peu importe que ce soit le matin, le soir? Ouais. En fait, non, jamais le soir. Jamais le soir, Ouais. pourquoi? Bah, je sais pas, je sors, je vois des amis. Je n'arrive même plus à lire le soir maintenant. C'est curieux, mais... Donc vous rentrez, vous dormez. Rudyard Kipling disait qu'il écrivait et qu'après il laissait passer un an avant de rouvrir le manuscrit. Ouais. Ah non, je fais pas ça, ouais. Mais je ne relis jamais un de mes livres, par exemple. Il y a des gens qui les corrigent, qui reviennent dessus. Moi, Là, vous avez fait rééditer 3 de vos livres Ouais, mais en un seul volume? je les ai pas relus. Ah non. Bah non, parce que j'avais peur soit de les trouver Pas Bon. bon. pas bons, Pas moins bon. soit de me dire qu'ils étaient bien et que j'avais baissé. Alors, j'ai préféré les laisser tels quels. Et Mais- donc vous en remettez à l'éditeur qui Bah, il fait suffit. le boulot? Bah, un éditeur, c'est un banquier, un imprimeur, en gros. Et je tiens à saluer mon éditeur au passage. Le chèque à la fin de l'émission. Et, quand vous écrivez, il y a quelque chose qui est assez fascinant. C'est la manière, je parle de vos articles comme de vos livres, dont vous accumulez les petits faits, en fait. Et parfois, c'est décousu. Et en fait, c'est comme une touche impressionniste où peu à peu, l'objet se construit avec effectivement, comme le disait Alexandre, le fait de ramasser des contraires, de faire s'entrechoquer deux notations. Ouais. Et pourquoi cette espèce de vue d'abord éclatée pour enfin resserrer sur le sujet? Ah, bah, ça vient comme ça, hein, je pourrais pas vous l'expliquer au juste. Et puis, j'aime pas beaucoup quand il y a les phrases trop longues, les adverbes, les adjectifs quand il y en a trop. Et pour que ce soit un petit peu percutant, drôle, et puis de mélanger des choses qui vont pas forcément ensemble, et puis que ça donne un coup d'excitation au lecteur s'il y en a un. Et vos livres, quels sont vos modèles? Vous avez appris à écrire, finalement, comment? C'est-à-dire En lisant, comme, En lisant, comme tout le monde. mais en lisant plutôt qui? Alors, vous avez cité, par exemple... Pas Annie Ernaux, évidemment. Pas Annie Ernaux, non. Bah non, là c'est indépassable. Vous Non, parlez mais d'un taxi mauve de Déon, vous parlez de Les Rats de Bernard Franck. ouais, les petits mots d'amour de Patrick Besson là, Oui.
C'est son premier livre. Son premier livre, il avait 17 ans, il était en terminale, moi aussi. Je me suis dit, ça vous a rendu jaloux? Mais... Non, pas jaloux, ça. Je me suis dit, pourquoi pas. Vous venez de citer Bernard Franck et Patrick Besson, ça va être dur de nier que vous êtes un néo-hussard. Hein. Mais il y a plus infamant comme étiquette. Moi, ça va. Et comment ça s'est fait? Alors, comment sont nés vos goûts, justement, littéraires? Ça vient de la famille? C'est vous-même tout seul? Non, c'est moi. Mais il y avait des livres à la maison. Mais vos parents lisaient quoi? Ils lisaient Robert Sabatier, Jean Lartégui, les trucs classiques de la bourgeoisie de l'époque. Et pas François Sagan et Drieux, alors? François Sagan, si, mais pas Drieux, non. Et vous, comment vous avez découvert Drieux, alors? C'est vrai ce que dit Xavier Van Lierde, on le retrouve souvent, y compris d'ailleurs dans Pain Total. J'ai dû le découvrir parce que quand j'étais en seconde, Gallimard a créé la collection Folio, et avec un ami, on achetait tous les titres qui sortaient, enfin on se partageait la collection, et il y a dû y avoir le Feu Follet à un moment qui est sorti. Et puis aussi, parce que le film de Louis Malle tiré du livre était absolument invisible à l'époque, donc c'était devenu mythique. Oui. D'accord. Tiens, on parle de... Vous citez justement aussi des écrivains que vous avez connus et puis des camarades journalistes qui diront quelque chose aux auditeurs de Radio Courtoisie, puisque à la page 130, vous citez donc Patrick Besson, mais vous regroupez un nombre d'écrivains, donc Michel Déon et Martin Pelletier, qui ont la particularité, non pas de faire des phrases courtes, mais de souffrir de la goutte. Ouais. C'est assez rigolo, parce que ça vous... Je ne sais pas si ceci explique cela. Oui, je me souviens de Martin Pelletier au Quotidien de Paris, qui était obligé d'arriver avec une charentaise découpée autour de l'orteil certains jours, et Besson qui ne pouvait pas prendre, je ne sais plus quel vin, quand on allait au restaurant. Un blanc, ouais. Et Déon qui m'avait dit, ça fait tellement mal qu'on ne peut même pas supporter le drap le plus fin. Bon, merci. Mais je n'ai toujours pas réussi à avoir la goutte, j'avoue. Richard, vous avez déjà eu la goutte? J'ai déjà eu la goutte, et je confirme, on ne supporte pas le point d'un drap. Voilà, c'est très désagréable. Et alors, Déon, comment vous découvrez ça alors finalement? Parce que donc Drieux, on vient de comprendre, Déon un été, là, dans cette Costa Brava, un soir sur la terrasse, j'ai ouvert un Taxi Mauve qui était sorti quelques mois auparavant, et ça a été vraiment un éblouissement. Là. J'ai tout de suite trouvé que c'était... le romanesque à l'état pur, plus l'Irlande. Il n'y avait pas encore le film à l'époque. Et puis, c'était un peu le côté Sagan aussi, de se dire qu'être écrivain, ça allait être de vivre la moitié de l'année en Irlande et l'autre dans une île grecque, et d'écrire des livres. Et ça, c'est des bons motifs pour se mettre à écrire aussi. Et comment vous avez été publié, d'ailleurs? C'était facile d'être publié à l'époque? Parce que vous étiez juste un étudiant, non? Oui, je commençais à être pigiste dans les journaux. Non, parce que j'avais écrit... Vous étiez d'abord au Quotidien de Paris, c'est ça? Ouais. Avec Pelletier et Philippe Tesson. Ouais. Dans le deuxième quotidien, là, qui était Avenue de la République. Et non, mais étudiant, j'avais écrit des trucs sur un cahier que j'envoyais manuscrit. Enfin, c'était ni fait ni à faire, ni relu. J'envoyais au Seuil parce que c'était Patrick Besson qui avait publié là-bas. Je me disais, c'est la maison pour les jeunes gens. Et on me les refusait gentiment. Et puis un jour, je me suis mis sérieusement à un livre. C'était un triomphe, c'est ça? Ah, c'est le deuxième, ça. Non, c'était Précaution d'usage. Et que j'avais donné à... J'avais rencontré Frédéric Vitou qui travaillait pour Stock, et qui m'avait dit, donnez-moi votre... Et le livre avait été pris. C'était en 80, ça. Et Mitterrand est arrivé au pouvoir, Stock appartenait à Hachette, les gens d'Hachette ont été virés, ils ont refusé le livre, et je l'ai donné à la Table Ronde, qui l'a publié. Mais finalement, c'était bien, parce que la Table Ronde, c'était la maison de Blondin et de Déon. D'accord. Blondin, d'ailleurs, vous en pensez quoi? Très bon écrivain. Qu'est-ce que vous préférez chez lui? Le style. Le style et l'humour. C'est très, très fort pour ça. Et puis, les jeux de mots. Les jeux de mots, mais toujours des jeux de mots qui ont une certaine profondeur, et puis une tristesse assez charmante, là, parce que c'est quand même très, très pathétique tout ce qui arrive. Et puis, vous l'avez connu? Oui, mais sur le tard, et c'était un peu compliqué, parce qu'il buvait beaucoup, et il avait l'alcool agressif. Donc, c'est pas un très, très bon souvenir, mais il reste les livres, et c'est ça qui compte.
Alors c'est Bernard Franck qui avait inventé l'expression des hussards. Ouais. Et lui, vous l'avez connu aussi, je pense. Oui, très bien. Et Ouais. un de ses livres, donc les rats, vous l'avez mis dans la liste de vos livres de chevet. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot à la fois du livre et de Bernard Franck? Le livre, c'est l'histoire de 4 copains tout jeunes dans les années 50 qui sortent, qui vont sur la Côte d'Azur, qui écrivent dans les journaux et qui finissent par partir faire la révolution dans un pays d'Amérique du Sud. Et ce qui est marrant, c'est que c'était absolument introuvable à l'époque, les livres de Bernard Franck, et j'avais dégoté ça chez un bouquiniste de la rue Monsieur le Prince. Et c'était un exemplaire incomplet, ce que je ne savais pas. Et ça se terminait à un moment donné, un 31 décembre, il jouait aux cartes, puis il voulait sortir, avenue de Wagram, il neigeait, et il voulait aller je ne sais plus où. Et la dernière phrase, c'était « La station de taxi était en vue ». Et je trouvais que c'était une fin formidable. Et c'était pas... Non, il y avait 200 pages de plus, mais j'ai eu le fin mot de l'histoire après. C'est que ça, c'était comme Bernard Franck écrivait le livre, était très en retard. Ça, c'était les épreuves, enfin l'exemplaire. Envoyé à des journalistes. À des jurés D'accord. pour les prix. Et voilà. Donc, et après, je l'ai... Et comment vous l'avez connu, oui? Je l'ai connu parce que, du coup, j'ai trouvé dans les caves de chez Julliard la vraie version complète. J'ai acheté le livre, ça m'a épaté. Et un soir, j'étais étudiant, j'apporte ce livre à un copain dans une soirée. Et une fille qui était là, que je ne connaissais pas, me dit « Tu lis ce truc-là ? Mon père est un des personnages. » Et elle m'avait donné l'adresse de Bernard Franck qui vivait à Grimaud, là, à côté de Saint-Tropez à l'époque. Je lui avais écrit. Et quand, 3 ou 4 ans après, il a sorti Solde, je l'ai rencontré à ce moment-là. Et alors? Je croyais qu'il vous avait répondu 3 ou 4 ans après. Je trouvais ça Non, il répondait jamais aux lettres. C'est trop paresseux pour ça. Et non, ça s'était très bien passé. Ouais, c'était un drôle de gars qui buvait du whisky, j'allais le voir, il habitait chez Sagan. Il habitait chez François Sagan? Ouais, rue d'Alésia à l'époque, dans une belle maison. Et il consultait les cours de la bourse dans le Monde, j'ai jamais compris pourquoi. Et puis, il y a une chose qui m'avait frappé, c'est qu'il appelait un taxi et il leur disait « Je voudrais une voiture, même du plus loin ». Je trouvais ça très romanesque, ça, cette idée qu'il y avait des gens pour qui l'argent ne comptait pas et la vie, c'était commander des taxis le soir pour aller je ne sais où. D'accord. Et alors, c'est lui qui avait inventé donc, cette expression hussard. Vous, on vous a qualifié de néo-hussard, c'est le moment d'y venir. Ça, c'est Jérôme Garcin, non? C'est ça qui... Oui, quand il était à l'événement du jeudi, ils ont dû avoir un mal de copies, de dossiers à remplir et ils ont inventé cette expression et ça regroupait des gens qui n'étaient pas si mal que ça. Il y avait Kovlart, Besson, Tillinac, peut-être Ardisson, je me souviens pas bien, et moi. Ouais. Pas encore Becbédé, non? Becbédé est bien plus jeune, ouais, ouais. C'est plus tard. Lui, c'est Néo. Ça. Est-ce que vous attachez un crédit, une importance, un sens à cette expression, ou vous considérez ça comme un truc... Oh, c'est pas désagréable, et puis ça prouve que c'était pas si bête que ça, parce que on en parle encore. Oui. Donc, sauf que les hussards d'origine n'avaient pas grand-chose en commun entre Laurent, Nimier, Déon et... C'est ce qu'ils disent, mais les livres étaient quand même assez proches les uns des autres. Enfin, le ton, souvent, oui. Jacques Laurent, c'est... Jacques Laurent, il a tout fait, donc on peut l'assimiler à tout. Mais les bêtises et l'Europe buissonnière, c'est... ça va bien ensemble. Un petit peu. Ouais. Et puis, il y avait surtout j'imagine qu'en ce temps-là, c'était la défense du roman contre la littérature engagée. De gauche. Oui, voilà. Oui, puisque la littérature engagée était forcément de gauche. Très forte, oui. On ne se rend pas compte, mais j'en parlais avec Jacques Laurent. Je lui demandais, mais pourquoi vous étiez si excité contre ça? Et il m'expliquait, vous vous rendez mal compte, c'est que c'était quand même très, très puissant. Il y a eu ça. Ensuite, la loi, oui. Le nouveau roman, qui n'était pas un cadeau non plus. Et quels sont les écrivains, justement, que vous méprisez, que vous exécrez, que vous ne supportez pas? Les écrivains morts. Non, parce que les morts, c'est plus marrant. Christine Angot, par exemple. C'est plus drôle de citer des vivants. Annie Ernaux? Annie Ernaux, j'aime pas non plus. Ouais. Ni ses livres, ni ce qu'elle dit. Mais elle a bien réussi son coup. Mais il y en a d'autres. La papesse de Saint-Germain-des-Prés. Faut que je trouve un homme, il doit bien y en avoir. Là. Philippe Besson. L'autre Besson, oui, voilà. C'est vrai. L'ambassadeur. Ouais. Non, le consul. Consul, oui.
le faux consul à Los Angeles que Macron voulait faire succéder à Romain Gary. Oui, vous disiez que Jacques Laurent vous confiait, vous n'imaginez pas ce que c'était à l'époque. Alors que dirait-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai l'impression que oui, c'est encore plus diffus et sournoisement efficace. Ouais. Mais à l'époque, il y avait des gars comme Jacques Laurent qui arrivaient à faire des best-sellers avec Caroline Chéry, ce qui leur permettait de financer La Parisienne, Art. C'est lui qui a fait écrire Truffaut sur le cinéma. Donc, là, moi, je pense qu'il y avait encore des interstices. Oui, et puis il y avait une générosité, un sens de la fête, parce que j'imagine mal un best-seller d'aujourd'hui consacrer ses droits d'auteur à créer une revue avec des copains pour s'amuser. Hein. Oui, non, mais par exemple, vous participez à Raskar Kapak, si je ne m'abuse. De temps en temps, oui, c'est des petits jeunes, ça. Mais enfin, je donne, quand ils me demandent un article, je leur donne, parce que c'est bien qu'il y ait des petits groupes comme ça. Mais ça se passe toujours de cette façon-là. Il y aura toujours un noyau dur de 3000 personnes qui aimeront les livres et qui se passeront ça comme un témoin de génération en génération. Ça. Ah je pensais être pessimiste. C'était plus grave encore. Pourquoi vous alliez jusqu'à 5000 Alors... Non, c'est bon. Bon, moi, je voulais parler du style Neuhoff, justement. En fait, je vais y aller, moi. Quand on parlait de vos journées, est-ce que vous passez j'ai l'impression que non, hein, mais que vous ne passez pas vos journées au bureau du Figaro. Et vous l'avez déjà fait ? Est-ce qu'au début de votre carrière, vous étiez assigné Non, jamais, ouais. Au début, j'étais pigiste, et puis ensuite, au quotidien, on avait des horaires assez libres, et au Figaro aussi. Mais moi, je n'arrive pas à travailler dans un bureau avec des gens autour, du bruit. Je peux être chez moi n'importe où. Et l'essentiel, c'est d'écrire les articles, hein, puis d'aller au cinéma, de voir des gens. Ouais. C'est ça le métier. Ouais. Mais le vrai journaliste va sur le terrain, non ? C'est pas ça ? Ouais, enfin, moi, je mets pas de gilet pare-balles pour aller au cinéma, quand même. Mais... faut mettre des boules caisses. Ouais. Ou le bandeau des avions, là. Mais donc, vous ne... On a l'impression, j'ai l'impression, moi, qu'au Figaro, il y a un style, notamment dans les pages cinéma, les pages un peu culturelles, qu'il commence à y avoir une espèce de ce que j'appelle un style Neuhoff, c'est-à-dire c'est des espèces de phrases justement un peu courtes. C'est une manière aussi impressionniste, comme disait Richard de Sès tout à l'heure, de raconter. Et je m'étais demandé, en me disant que c'était pas votre genre d'être dans une rédaction et de dire tu vas écrire comme si tu étais papier. Mais en même temps, est-ce que vous êtes peut-être... Ah non, mais moi je suis pas du tout rédacteur en chef, ni rien. Chacun choisit son film. Mais vous avez fait école quand même. Alors comment ça se fait ? Ça fait 40 ans que vous écrivez de la critique littéraire. Je sais pas si ça a fait école. Mais... Ah ben si, vraiment. Si on regarde... Si ça a donné envie à des plus jeunes d'écrire sur les livres et le cinéma, tant mieux. Ouais. Mais c'est à eux de maintenir le flambeau et puis de trouver la place pour le faire, parce que ça se réduit à la peau de chagrin maintenant, les pages culture. Oui, ça c'est sûr. Oui. Et les journaux. Alors, on va aborder justement votre métier de critique. Xavier voulait parler, je crois. Non. Enfin, j'ai remarqué aussi au fil de notre conversation à quel point le cinéma et la littérature se confondaient, en tout cas dans la vie, les appétences et les goûts d'Éric Neuhoff, puisque les deux premiers livres dont on a parlé, c'était un taxi mauve et le feu follet. Et donc voilà, tout d'un coup, je me disais, tiens, le cinéma était littéraire et peut-être que la littérature était un peu cinématographique, ou alors la vie, je sais pas. Mais c'est sûr que pour les gens de mon âge, le cinéma a beaucoup compté. On a appris énormément de choses en allant voir des films. En total, c'est écrit un peu quand même comme un film, non ? Enfin, c'est fait exprès ou... C'est par flash, peut-être. Oui, comme un mauvais film de Rob Grillet. Non, parce que nous, on a grandi en voyant au moment de la sortie le Baiser volé, L'amour l'après-midi, Les Contes Moreau-de-Romer, Antoine Doinel, et on se disait la vie va être comme ça. Moi, à 16 ans, quand je voyais César et Rosalie, je me disais je vais être Yves Montand, parce que Samy Frey m'agaçait dans le film. Mais en tout cas, il y avait Romy Schneider. Yves Montand, vous l'appréciez comme acteur ? À partir de ce film-là, oui. Avant, non. Je trouve insupportable. Et hautain et cabotin. Oh, mais un très bon acteur. Ouais. Là-dedans, il est épatant. C'est dans Vincent, François, Paul et les autres aussi. Ah oui, ça c'est vrai. Bon, on va y venir. On va écouter un peu de musique encore et on revient après.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Oui, chers auditeurs, vous vous sentirez mieux. C'est la séquence réclame de Radio Courtoisie, cher Eric Neuhoff. Parce que la radio ne vit que de ses donateurs. Nous n'avons pas de publicité, pas de subvention. Même Albin Michel donc, n'a rien donné. Voilà, donc on a vraiment besoin de vous, chers auditeurs qui nous écoutez. Si vous appréciez nos émissions, nos programmes, si vous voulez qu'on reprenne en force à la rentrée avec une matinale et des émissions dynamiques, il faut absolument nous soutenir. On est au cœur de l'été, c'est la période où les gens partent en vacances et où généralement ils oublient leur radio. Mais si on oublie sa radio, elle meurt. Voilà, donc on a vraiment sérieusement besoin de votre soutien, même modeste, il n'y a pas de petits dons. Alors, on revient, fin de la séquence réclame, à la musique que vous aviez choisie, Eric Neuhoff. Donc, vous venez présenter donc, Pain Total, paru chez Albin Michel. Et puis, on parle aussi de plusieurs de vos autres livres, donc notamment Barbe à Papa qu'on avait évoqué tout à l'heure. Très cher cinéma français qui va bientôt être au cœur du débat. Et là, vous nous avez fait écouter une chanson qui s'appelle Ancora tu, d'un monsieur qui s'appelle Lucio Battisti. Et j'avoue que c'est la seule que je ne connaissais pas parmi toutes celles que vous avez choisies. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Pas grand-chose, à part que cet album était sorti à l'époque et qu'on écoutait chez un ami après le Resto U. À midi, on écoutait sur cassette cette chanson. Et je sais que Lucio Battisti est mort et c'était un personnage assez étrange qui avait l'air d'être un type de droite, un peu marginal. Et j'ai envie presque d'enquêter là-dessus pour savoir. Et j'adore entendre cette chanson. Je ne sais pas, à part Encore à tout, je ne comprends pas un seul mot de ce que ça raconte. Mais je suis sûr que c'est de la poésie. Que c'est sûrement très bien. Ouais. Quand vous parliez... Ça ressemble à une bande-son de Dino Rizzi, vous ne trouvez pas ? Oui, en plus, oui. Mais ça pourrait, ouais, on pourrait entendre ça dans le fanfaron. Oui, c'est ça. Ouais. En cinéma italien, d'ailleurs, vous aimez quoi ? Ou en littérature italienne ? Parce que vous êtes aussi spécialiste de littérature italienne. C'est la rubrique que vous... Enfin, de littérature étrangère, pardon. Vous tenez la rubrique Affaires étrangères dans le Figaro littéraire. Non, cinéma italien, j'aime beaucoup Dino Rizzi, quelques Scola aussi, Une journée particulière, Nous nous sommes tant aimés, Bertolucci, même si on n'a plus le droit de le dire. Et j'ai horreur de Pasolini comme cinéaste, mais j'aime beaucoup comme polémiste et journaliste. Et puis en ce moment, j'adore Sorrentino. J'ai vu 4 fois Parthénope. Ah oui. Je trouve que c'est un des plus beaux films du monde, et d'une intelligence, d'un pessimisme, et puis un film sur la beauté dans tous les sens du terme. Vous pouvez le présenter pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui ne connaîtraient pas Parthénope. Parthénope, c'est un hommage à Naples qui est incarné par une fille qui s'appelle Parthénope, qui est le nom d'un quartier de Naples, et qui naît dans les années 50 et qui a 18 ans en 68, et qui est d'une beauté à tomber à la renverse, et dont on suit le parcours, ses amoureux. Elle est spécialiste d'ethnologie, est très brillante intellectuellement, et c'est un film sur ce que c'est que d'être belle et intelligente, et ce mélange des deux vous fait rater votre vie, et c'est fait avec une délicatesse, un sens de l'image, et il y a des séquences absolument inouïes avec un prêtre libidineux, le suicide d'un frère, une foule de supporters après un match du Napoli. C'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre. Je suis prêt à aller le revoir une 5e fois en sortant d'ici. D'accord. Il y avait eu également, c'est lui qui a fait La Grande Bellezza. Oui, La Grande Bellezza. Qui est un film aussi. Youth aussi, un film sur Berlusconi aussi qui était très très bon. Non, c'est vraiment un type le cinéma a été inventé pour lui. Il paraît qu'il est odieux dans la vie. Bon. Mais vaut mieux ça que l'inverse. Oui, c'est ça, oui. Pour ce qui nous concerne en tout cas. Alors, donc, vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui a fait un certain bruit, qui a eu un prix. D'ailleurs, c'est le prix Renaudot-Essai, je crois. Oui. Qui s'appelle Très cher cinéma français. Alors, je vais lire rapidement la 4e de couverture pour poser le décor. HS, caput, finito, arrêtons les frais. Le cinéma français agonise sous nos yeux. Il est à peine l'ombre de lui-même. Bientôt, on punira les enfants qui n'ont pas fini leur devoir en les obligeant à regarder les nouveautés. C'est ainsi. Le plaisir est devenu une corvée.
si tu n'es pas sage, tu iras voir le dernier Ozon. C'est un pamphlet aussi, Oui. donc c'est pas un essai objectif ni sérieux. Puis c'est un peu vache pour Ozon parce qu'il y a... Et pour Il y a Isabelle pire. Huppert aussi. Non, Qui en parce que prend. c'est pas Isabelle Huppert, elle est là. Elle est quand même toutes les 10 pages, elle en prend une. Mais elle est là comme symbole de ce De cinéma. Punching Ball, Ouais, c'est pas de sa faute. Hein, Ouais. Enfin, en mais- même temps, elle remplit le rôle. Oui, c'est vrai. C'est pas non plus comme si c'était Ouais. malgré elle. Elle épouse la Ouais, cause ah que ben, vous dénoncez. Je pense qu'elle On est n'aurait très pas pu. intelligente et qu'elle a compris comment il fallait durer, tourner avec les metteurs en scène qu'il fallait. Mais c'est vrai qu'on est dans un pays où il y a 280 films français par an. Et comment avoir suffisamment de talent pour produire ça, c'est complètement impossible. Alors, Donc- comment on explique justement cette surproduction? Parce que c'est vraiment ahurissant. C'est-à-dire, c'est... Bah, c'est presque un film par jour et Ouais. c'est pas possible. Même si c'était des bons films, personne n'aurait le temps matériel d'aller les voir. Et il y a trop d'aides, je suis désolé. Personne ne prend de risque sur un film français, même pas le producteur qui est salarié. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez expliquer ça aussi pour les auditeurs de Bah, Radio Courtoisie? Jadis, le producteur, c'était pour caricaturer un type à gros cigare avec une starlette sur les genoux qui allait jouer au casino pour payer l'équipe à la fin de la semaine et qui mettait son argent, qui touchait le jackpot ou qui se retrouvait en faillite selon les chiffres du film en question. Et aujourd'hui, c'est un monsieur qui décroche son téléphone, qui demande l'avance sur recette, qui demande de l'argent aux télévisions. Alors, l'avance sur recette, c'est quoi? L'avance sur recette, c'est un organisme qui répartit pour les films futurs 10%, enfin je crois que c'est 10% de chaque billet de cinéma. Pour D'accord. tous les films, hein, les films étrangers et tout ça. Et ça permet de financer des films. Et vous avez été... J'y ai pendant siégé temps- un an, ouais. Ouais. Ça a été... Alors, comment vous y êtes arrivé déjà? Et parce que qu'est-ce que vous y avez vu? le président cette année-là était Pascal Thomas. Ah Qui est un type délicieux, Oui. drôle, Qui vient souvent à la radio. Enfin, souvent. Qui vient à la radio. dilettante, tout ce qu'on aime, et qui m'avait dit viens, et j'ai été absolument effaré parce que au début j'étais dans ce qu'on appelait le deuxième collège, c'était des scénarios écrits par des gens qui avaient déjà tourné un film. Et après j'étais au premier collège, donc les scénarios d'inconnus, mais c'était totalement affligeant. Ça m'a évité d'aller au cinéma pendant presque 2 ans après. Mais en plus, c'est un truc complètement ovipare ou vivipare. Il y a des metteurs en scène, il y a des acteurs, donc on sent que... Moi, j'étais le candide là-dedans, je m'en fichais complètement. Que c'est un jeu de renvoi d'ascenseur, donc si tu votes pour mon film, je te prendrai dans le mien ensuite. Et puis... ouais, non. Et puis le producteur, lui, s'il n'a pas l'avance sur recette, il ne peut pas décrocher la télévision, ni les régions aussi, qui comptent beaucoup. Pourquoi? Parce que les régions ont un budget à donner au cinéma, et c'est pour ça que de plus en plus de films sont tournés en province maintenant. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc, Mais c'est très bien qu'il y ait des films en province. Oui, ça c'est très bien d'ailleurs, parce qu'on ne voyait plus du tout la province pendant Non, les mais années Pascal Thomas 90, 2000. tournait ses films en province sans avoir besoin de la région à l'époque. Ouais. Et maintenant, on voit plus Paris. Non, ça fait des années qu'on ne sait plus comment est Paris. Ouais. Alors que dans les films de la Nouvelle Vague, Oui, on voit Paris partout. Oui. partout. Et dans les films de Woody Allen, on voit New York. Quand il filme Paris, c'est moins bien, effectivement. Oui. Mais c'est fait pour ça aussi. Le cinéma, c'est pour voir comment sont habillées les femmes Oui. sur les trottoirs d'une ville. Comment les gens travaillent. Dans quel sens vont les voitures, s'il y a des feux rouges, quelles sont les boutiques. Et ça, on ne le voit plus. Ouais. Et alors, vous, pourquoi donc ce livre? Alors, c'est un coup de gueule contre cette industrie ou contre les acteurs Non, c'est moi qui en ai eu monde, marre oui. de voir tous ces navets. Combien Et- vous voyez de films par an? Je sais pas, mais Par j'en mois vois 7-8 par semaine. Ah oui, donc Alors, au moins un par jour. ouais. Et là, Donc là, aujourd'hui, vous avez vu un film. non, mais je vais en voir un cet après-midi. D'accord. Et Vous allez non, voir non, quoi? je sais pas encore. bon Je vais regarder ça en lien. Vous ne savez pas ce que vous allez voir? Non, bah, il y a plusieurs films, alors on choisit la séance. D'accord. Ah oui, parce qu'en fait, maintenant, ça c'est... Bah, il y a intéressant. plusieurs projections en même temps, donc on peut Mais vous êtes dans une salle ou vous êtes chez vous? soit chez moi si Si on vous envoie un dossier. un lien, comme on dit, Ouais. pour regarder avec un film branché sur la télévision, Ouais. soit en salle. En salle. Mais
les films français, 9 fois sur 10, vous pouvez les regarder sur votre téléphone portable, hein, ça suffira. Hein, Oui, parce que la c'est mise très en rare scène les n'est films plus, qui exigent un grand écran comme le Max Linder. Mais quand c'est un beau film, ça vaut vraiment le coup. Non, le livre est issu d'un ras-le-bol, parce que j'en ai eu marre de voir tous ces trucs-là. Je me suis dit, il faut donner un coup de pied dans la fourmilière et puis s'amuser un peu. Ouais. Quel est le dernier grand film français que vous ayez vu? Grand film français. Ou bon, ou pas trop nul ou... Non. Le dernier film français. Non, mais il y en a. 400 coups, les Non, 400 coups. il y en a eu des pas mal. Le Royaume, là, le premier film corse sur une gamine dont le père est un mafieux, ça c'est très réussi. Borgo, qui se passait ouais. en Corse aussi. 20 dieux, là, le premier film de Louis Courvoisier sur un petit fermier qui veut gagner le concours du meilleur comté. Ça c'est vraiment épatant. On voit les gens au travail et on voit aussi que pour cette fille-là, c'était sans doute une question de vie ou de mort de tourner un film. Et ça, c'est ça. Et le c'est plus peut-être ça important. qui manque aussi, oui. Bah oui, Y là, compris chez les comédiens d'ailleurs, parce que moi, enfin, là, pardon de parler de moi, mais quand on essaye de regarder un film aujourd'hui, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'on est condamné aux comédies pourries avec des gens... Christian Clavier, par exemple. Il aurait pu être dans votre très cher cinéma français, non? Parce que... Mais c'est un bon acteur, lui. Oui, mais il tourne des comédies, mais épouvantablement nulles. Et il doit bien savoir que c'est nul en plus. Mais le problème des comédiens, c'est qu'il faut bien qu'ils tournent, sinon ils s'ennuient. C'est Jean même en dehors Rochefort qui disait qu'il refusait beaucoup de scénarios, puis après être passé chez son banquier, Ouais, il trouvait que c'était pas si mal. ouais. Il appelait ça des films à avoine-foin pour ses chevaux, pour oui. financer son écurie. Et ouais, mais des gars comme Vincent Lindon, qui pour Ouais, moi est le meilleur très bon, acteur ouais, français, ouais, ouais. et il n'a pas de sautet sous la main, donc il faut bien qu'il tourne avec des gens qui sont peut-être pas à la hauteur de leur talent. Le dernier Clavier, je trouve bien, c'était une heure de tranquillité, je crois, ou quelque chose. Ah oui, tiré d'une pièce de Zeller. Ouais, ça c'était pas mal. Très bien. Non, mais Clavier, c'est un excellent acteur. Et je l'ai revu là récemment dans Mes meilleurs copains. Il est drôle comme tout. Puis Mais c'est vieux ça. c'est vieux, oui, mais il a inventé quelque chose. Ouais. Il a un jeu à lui. C'est comme Lucchini. C'est des gens qui ont leur personnalité et qui portent un film. Je comprends que les metteurs en scène les engagent. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que aujourd'hui on trouve plus de qualité je dis pas que c'est vrai, mais plus de qualité dans les séries, ou dans certaines séries en tout cas. Ah, moi, j'en regarde Pour pas les mal, dialogues, pour les dialogues et surtout pour l'intrigue. Ouais. C'est que l'histoire est ficelée, il y a du suspense. Comme c'est des épisodes, il faut qu'on ait envie de voir le suivant. Et c'est ça le grand défaut du cinéma français, c'est que les scénarios sont quand même ni fait ni à faire. Peut-être que les scénaristes ne sont pas assez payés ou ne sont pas à la hauteur, mais vraiment, les dialogues aussi. Les phrases sonnent faux, c'est très nombriliste. Très curieux. Ou Ouais, alors, c'est aussi complètement... Mais alors ça, le cinéma américain aussi, c'est devenu totalement politiquement correct, stéréotypé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même ma fille de 12 ans, si on met un film, elle sait très bien que le personnage noir ne peut pas être le criminel, par exemple. Bah oui, c'est impossible. Ouais, il est forcément le gentil. Ouais. Et c'est vrai pour tout. En fait, on a des stéréotypes maintenant. La femme va forcément être plus intelligente que le gars. Enfin, c'est phénoménal. Quoi. Ah, c'est vrai dans la vie de temps en temps. C'est parfois vrai, mais c'est pas. Ouais. Là, c'est un systématisme qui fait qu'en fait, étant donné qu'on a tout compris au film avant même qu'il se déroule, c'est un peu nul. Quoi. Non, mais il faut que les réalisatrices femmes puissent être aussi mauvaises que les hommes. Là, ce sera la vraie parité. Ce sera la vraie parité. Vous avez vu cette daube innommable avec les 4 mousquetaires femmes? Oui, je l'ai vu. Ouais. On doit être deux, alors l'avoir vu, vous et moi. Ouais, l'idée n'était pas sotte en soi, mais elle a rien su en faire, la pauvre fille. C'était raté, mais de A jusqu'à Z. Alors comment expliquer ça? Enfin, mais sincèrement, elle avait tourné un premier film pas mal, ça. Divine. Et donc, c'est ça le problème, c'est que si un film marchote, a un peu de succès, ensuite, comme il n'y a plus de producteurs, et les gens font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire n'importe quoi, et ça donne ce résultat-là. Mais à mon avis, elle aura beaucoup de mal désormais à tourner un 3e film. Oui. Et en termes d'adaptation de films qui avaient marché et qu'on refait uniquement avec des femmes, il y avait eu aussi une parodie des films Ocean 12, 11, 13. Ah, mais ça, j'ai pas vu. Avec des femmes aussi. Il n'y a que des femmes, apparemment. Enfin, c'était nullissime. Quoi. C'est ce qui reste, en fait. La parodie, le pastiche, le remake, ça radote aussi un peu, non? Ouais, ça, c'est l'influence des Américains avec les prequels, les sequels, les je ne sais quoi, là.
Parce que le nouvel Hollywood a eu du bon au début, mais c'est quand même eux qui ont bousillé le cinéma mondial avec le merchandising, le côté BD, etc. Ça a fait un mal fou. Vous pensez au... à Star Wars, Lucas, ouais. à la Guerre des Étoiles, oui. Ouais. Alors que c'est le monsieur qui avait tourné American Graffiti qui est vraiment un chef-d'œuvre. Ouais. Et Coppola? Coppola, il a été génial, mais il a complètement sombré, le pauvre. Il a fondu, oui. C'est son dernier film est l'ABC de tout ce qu'il ne faut pas faire. Mégalopolis, c'est d'une tristesse sans nom. J'aurais préféré ne jamais le voir. Et sa fille? Sa fille, les premiers films étaient bien. Même son Marie-Antoinette, moi je trouve ça très bien. Il y a un petit quelque chose, mais ensuite, elle aime tellement le vide que les films le deviennent aussi. C'est curieux. Alors elle filme son univers pour le coup. Sans doute. Le monde des filles, petites filles de millionnaires ou de milliardaires. Mais, vous avez écrit très cher cinéma français, mais quand on vous lit régulièrement, en fait, c'est assez agréable. D'un côté, vous poussez ce coup de gueule, mais de l'autre, régulièrement, vous nous expliquez qu'il y a un film qui est excellent, que tel réalisateur est remarquable. Vous parliez d'un royaume tout à l'heure. Voilà, oui, mais vous savez très bien que les gens ne retiennent que les choses négatives. Alors... Non, pas du tout. Sur Radio Courtoisie, on est un peu amour en permanence. Non, mais quand vous dites du bien d'un film, c'est banal. C'est tout de suite oublié, alors que si vous faites une descente en flammes, les gens en parlent davantage. Et surtout, les personnes en question s'en souviennent. Mais alors que vous pouvez avoir dit du bien de tous leurs autres films, ils ne se souviennent que de... Ah tiens, oui. Alors comment ça se passe justement, vos relations avec les cinéastes? Je ne les connais pas, donc à part Pascal Thomas, je ne connais pas. Vous ne voulez pas? Non, parce que sinon après, si la personne est sympathique, c'est un petit peu délicat. Et puis c'est peut-être pas toujours des gens passionnants à rencontrer. Et les comédiens, idem alors? Idem, oui. Non, vous êtes coincé, là. C'est comme un chroniqueur gastronomique qui serait copain avec les chefs. Oui, on n'imagine pas ça. C'est impossible. Voilà. D'accord. Et donc c'est un vrai choix. C'est pour ça que je ne fais pas d'interview. Ouais. Donc vous vous privez volontairement de la conversation avec des actrices françaises. Ouais. Mais c'est de l'abnégation, quoi. Ça dépend avec lesquelles. Pour quelqu'un qui est rentré en littérature dans l'espoir de pouvoir de meilleures relations avec les femmes, c'est... non, mais ça... erreur totale. faut ouvrir une start-up, plutôt. Oui, le monde a changé. Ouais. Alors, on va écouter un petit extrait, parce que vous avez été aussi un des piliers, je le disais tout à l'heure, du Masque et la Plume. Vous l'évoquez dans Pain Total, donc paru chez Albin Michel. Oui, parce qu'on allait à l'époque... en 70 et quelques, le samedi après-midi, à l'enregistrement du Masque et la Plume, où il y avait Jean-Louis Bory et Georges Charansol. Et vous, votre modèle, c'était Bory, alors? Oui. L'homme de gauche? Le mec un peu marrant. Et vous êtes devenu Charansol? Je suis devenu Charansol, le râleur qui n'aime rien. Mais c'est pas plus mal. Alors, c'est amusant, parce qu'on entend dans les vieilles archives du Masque et la Plume une émission où il y a un certain Éric Nehoff, 14 ans, qui demande des cassettes audio. Oui, j'avais écrit pour savoir comment se procurer des cassettes de l'émission, parce que ça n'existait pas. Et vous écoutiez ça où? Alors, c'est arrivé sur votre lit d'hôpital ou c'était... Non, c'était avant. C'était bien avant, parce que vous aviez 14 ans. Donc c'est vos parents qui écoutaient le Masque et la Plume? Non, c'est moi qui séchais le dîner du dimanche soir pour écouter l'émission. Oui, parce qu'à l'époque... Donc vous aviez déjà la passion du cinéma, de la littérature? Surtout du cinéma, à cause de films comme Les Aventuriers, Le Samouraï, ça m'avait... Oui, c'est votre père qui vous emmenait au cinéma, qui n'avait pas forcément tous vos goûts? Si, sur ces films-là, oui, mais il aimait moins les... Il aimait John Wayne, lui, c'est ça? Oui, John Wayne et Clint Eastwood. C'est bien, Clint Eastwood. Mais moi aussi. Mais moi, j'ai eu la chance de découvrir Clint Eastwood en direct. Le Bon, la Brute, le Truand, je l'ai vu, j'avais 12-13 ans. Ouais. Et pour nous, c'était vraiment le héros complet. Et même les premiers Dirty Harry, c'était incroyable. Pour nous, c'était pas du tout un fasciste, c'était le vrai héros américain. Alors, on va écouter, on reviendra peut-être sur cette aventure au Masque et la Plume, parce que c'est quand même un moment... c'était drôle. Et on va écouter justement un petit extrait d'Éric Nehoff au Masque et la Plume. Ah mais cette remise des prix, elle est abominable. Quand même, hein. De sexisme et d'homophobie, quand même, faut le préciser. Voilà. Xavier,
Alors, comme j'ai écrit du mal du film et que je me suis fait engueuler par son producteur français qui m'a traité de woke bêta, je vais en dire beaucoup de bien. Parce qu'en fait, j'ai revu le film et c'est une apologie extrêmement sensible du « c'était mieux avant ». Quand les femmes étaient au foyer, à la cuisine. Douce et effacée. Voilà, qu'elles baissaient la tête, qu'elles savaient tenir leur place quand même. Non, il disait quand on faisait l'amour à plusieurs. Il dit pas quand elle faisait la cuisine. Il dit à mon temps, on faisait l'amour à Que plusieurs. toute la communauté LGBTQIA+ avait la gentillesse de croupir en prison et de ne pas demander de droits. Voilà, et que... La scène finale. Non mais c'est une horreur. Et Grotesque, que les hégémonies, les nettoyages ethniques dont avaient été victimes les natifs amérindiens ou indiens, ils avaient le bon goût de pas se plaindre. Voilà, ils avaient été exterminés, puis voilà, le blanc avait gagné. C'est un film complètement pour moi. Merci Denis Arcand, merci beaucoup, vraiment. Eric. Il m'a mâché le travail, j'allais dire ça. Mais Mais au premier degré, moi. Non, moi, j'ai trouvé ça épatant. Non. Oh non. Non, t'es sérieux ou pas? Complètement. Mais c'est une très bonne comédie. Non, c'est pas drôle. Mais tout est drôle là-dedans. Moi, ça m'a enchanté. J'arrive pas. Non, mais on y est. T'es sérieux ou pas sérieux? Mais je suis sérieux. Ah, tu le connais, bien sûr qu'il est sérieux. Enfin. Voilà, c'était la critique du film Testament de Denis Arcand, donc celui qui a fait la chute de l'Empire américain, et qui racontait, donc là c'était un film, tout à fait anti-woke. Ça m'a donné envie de le voir d'ailleurs. Non, mais c'était vraiment un film tout à fait visible et réussi. Mais même si je ne l'avais pas aimé, j'en aurais dit du bien étant donné ce que Rien que... avait dit avant. Non, parce que c'était le jeu aussi, ça, forcément. un jeu de rôle, le Oui, masque à la plume. Ouais, mais là, je ne vais pas me forcer, j'avoue. Ouais, et c'est d'ailleurs une des toutes dernières émissions que vous avez faites, donc c'était ça aussi, le masque et la plume, à l'époque de Jérôme Garcin et de Éric Nehoff. Maintenant, ça a changé. Il faut que ça change, Oui, tant mieux. voilà. Comment vous y êtes entré alors? C'est Jérôme Garcin qui m'a appelé un jour pour me demander de participer. En 2005 alors. Oui, quelque chose comme ça. Je me souviens que dans la première émission, il était question d'un film de Gus Van Sant sur Kurt Cobain que je n'avais pas aimé du tout. Et puis, ça a commencé comme ça, monsieur le juge. Et comment ça se passe? Alors, si vous n'aviez pas été bon, vous ne serez pas revenu? Il m'aurait pas réinvité. Enfin, je ne sais pas si j'étais bon, mais ça, c'était peut-être un autre son de cloche pour lui. Ouais. Et comment vous l'avez rencontré, Jérôme Garcin? En disant du mal de ses articles dans les nouvelles littéraires. Parce qu'au début, on se chamaillait entre le Quotidien de Paris et les nouvelles littéraires. Et puis, on s'est rencontrés. Et puis, je me suis aperçu que c'était un gars très bien, très, très droit. Et très amusant. Et très pudique, ce qui est pas mal non plus comme qualité. Oui. Et donc vous étiez donc au masque film, cinéma. Vous avez fait un peu de littéraire aussi? Un peu, oui, quand quelqu'un était absent, oui, je remplaçais. Mais contrairement à ce que les gens pensent, on se parlait pas du tout avant, on ne savait pas qui allait dire quoi. Et surtout, ce qui compte, c'est l'ordre de parole. C'est-à-dire que le premier peut dérouler. Le premier est celui qui rame et les autres peuvent réagir et rebondir. Voilà. Oui. On connaît. Je ne réagirai pas. J'avais adoré le film de Denis Arcand aussi. Vous voyez. Surtout à cause du début où il y a un type qui meurt d'une crise cardiaque, mais dans les 2 premières minutes du film, et sa femme arrive et s'effondre à côté de son corps et très longuement récite les vertus du mort. Il faisait du sport, il mangeait de la salade, il ne buvait jamais d'alcool, nous ne faisions quasiment plus jamais l'amour. Et donc, elle récite toutes les vertus écologiques du type, et donc ça n'a servi à rien, il est mort d'une crise cardiaque, comme si c'était gavé de viande rouge toute sa vie. Et pendant tout le reste du film, chaque fois qu'on la voit, elle ajoute un péché écologique. C'est-à-dire, elle fume, elle mange des chips, elle mange du mauvais sucre, elle mange du mauvais sel, elle s'enivre. Et donc, sa vie devient le résumé de toutes les tares possibles aux yeux d'un gauchiste. Et voilà. Et donc, c'est sa manière d'expier cette dite vertu triste qu'elle avait vécue jusqu'à maintenant. C'était très drôle. Vous l'avez vu, Xavier Anderle? Non, je l'ai pas vu. Avant, j'écoutais souvent le masque et la plume, alors j'ai dû encaisser d'entendre qu'il fallait que ça change, mais bon, ça aurait été encore mieux que ça change pas. C'est le guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Voilà. Et vous écoutez encore? Là, ça change pour de bon. Non, j'écoute pas, parce que si je trouve ça bien, ça va me vexer. Si j'aime pas, j'aurais pas le droit de le dire. Bon, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, oui.
Alors, il y a quelque chose qui m'a... Vous n'êtes pas obligé de réagir, mais ça m'a un peu perturbé. C'est quand même que Jérôme Garcin, pour le coup, avait l'élégance de traiter des films ou des ouvrages des collaborateurs en actifs ou passés. Donc, quand c'était des actifs, généralement, il le citait en début d'émission et puis on passait à autre chose sans l'exposer à la critique. Mais quand c'était des collaborateurs anciens, généralement, c'était soumis à la critique, plus ou moins bienveillante. D'ailleurs, rarement, quand même. Ça arrivait. Mais là, j'ai trouvé un peu bizarre quand même que ni votre livre, donc Pain Total, ni celui de quelqu'un qui est aussi un pilier du masque littéraire, qui est Jean-Louis Hésine, qui est vraiment une figure très importante et tout à fait de gauche. Donc je ne le dis pas par sympathie droitière, n'ont pas été évoqués, même pas dans les conseils. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre ? Non, étant donné ce que c'est devenu, non. Ils font ce qu'ils veulent, tant pis pour eux. C'est ça. Oui, parce qu'en plus, ils passent à côté de bons livres par rapport à ce qu'ils traitent. Édouard Louis et... Peut-être pu en dire du bien pour surprendre. Oui, c'est vrai. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous appréciez ? Comment ça se passait, en fait, une émission du Masque et la Plume ? Est-ce que vous étiez prévenu à l'avance ? Enfin, combien de temps à l'avance vous aviez pour voir un film ou pour... assez tôt, un mois à l'avance, pour voir 4 ou 5 films. Et on arrivait... les mains dans les poches ? Non. Oui, en ayant vu les films, un quart d'heure avant l'émission, et puis on montait à la tribune. Et il n'y avait pas du tout, donc, une espèce de mini... Ah non, pas de conférence, de comité, rien du tout. C'est ça qui était bien, sinon ça aurait perdu un peu de sa spontanéité, de son sel. Ça avait l'air de beaucoup vous plaire, parce que dans le livre, donc dans Pain Total, on apprend qu'en plus de votre accident initial, vous avez eu un second accident, on va dire un deuxième. Vous êtes tombé dans les escaliers en maison de vacances, je crois, chez vous. Et ça vous a à nouveau immobilisé. C'est là qu'est née l'idée, enfin le temps en tout cas, qu'est venu le temps d'écrire ce livre. Oui, et j'ai eu à nouveau des béquilles. Vous avez à nouveau des béquilles, et vous êtes tout de même allé au Masque et la Plume en étant porté par les pompiers pour monter sur scène. Au bout de quelques mois, je me souviens de ça là. Ça a été ma première sortie publique à Nancy, par-dessus le marché. Et ça voulait dire que la guérison allait commencer. D'accord. Alors moi, je me souviens que j'avais failli écrire... Mais vous savez, il y a un tas de gens qui iraient au Masque à la Plume en poumon d'acier pour y participer. Oui, ça avait l'air d'être une bonne ambiance. Non, puis c'était à écouter. Ça. Oui, ça c'est sûr. Mais accessoirement, ça avait l'air aussi d'être une bande de... Vous connaissiez les gens en dehors de l'émission Jérôme, oui. Les autres, non, je ne les voyais pas tellement. Enfin, je les croisais dans des projections, mais c'est tout. D'accord. Alors... Encore des questions. Alors, on a parlé, il nous reste quelques minutes pour parler de vos films préférés. Alors, vous nous aviez parlé de Nos plus belles années, qui est un film de Sidney Pollack. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous aimez ce film, donc avec Robert Redford notamment ? C'est sur de longues années, la liaison dans les années 50 entre Barbara Streisand et Robert Redford. Couple improbable, mais qui fonctionne parfaitement. Et c'est le seul film fitzgeraldien qui existe. Il y a vraiment toute la nostalgie, tout le côté touche de désastre qu'il y avait chez Fitzgerald, alors que tous les films tirés de Fitzgerald sont ratés. Là, il y a vraiment eu ce parfum-là. Et ils ont eu l'intelligence de ne jamais tourner la suite, ce qui avait été envisagé. Et la dernière séquence est vraiment aussi réussie qu'un beau morceau de littérature. Et Sidney Pollack était un grand bonhomme, parce que Les 3 jours du Condor, Jeremiah Johnson, Out of Africa. Quand on a fait ça, on peut dormir en paix. Oui. Alors, comment est-ce que vous préparez une critique ? On a l'impression que vous avez une critique qui est assez inspirée, justement. Vous n'avez pas une critique technicienne. Non, j'y connais rien. Une critique littéraire, dont vous intéressez plus d'importance au scénario Je veux surtout pas savoir comment c'est fait, parce que ça perdrait de sa magie. Pour moi, un film, c'est quelque chose qu'on m'impose, qui gagne, qui m'inonde comme du soleil. Et il faut que ce qui se passe sur l'écran soit plus intéressant que tout ce que je pourrais faire en dehors de la salle. Et ça, c'est mon critère. Et ça, donc, il n'y a pas beaucoup de films, j'imagine. Pas toujours, oui. Alors, je crois que ou peut-être votre film préféré parmi tous, c'est Le mépris de Jean-Luc Godard, avec Brigitte Bardot, Piccoli, Jack Palance. Pourquoi ? Et après, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de Godard ? Non, je sais pas. Je pense que c'est une des preuves de l'existence de Dieu, parce que là, Godard, je sais pas ce qui lui est arrivé.
c'est que le film est magnifiquement filmé, intelligent, très très pointu sur les rapports entre les hommes et les femmes, les déceptions, d'où le titre Le Mépris. Avoir trouvé comme décor la Villa Malaparte à Capri, c'était une idée fabuleuse. La musique de Delerue, c'est quelque chose qui reste dans la tête de tout le monde. Et Brigitte Bardot, sublime. Plus l'humour, parce que les producteurs qui avaient payé très cher Bardot avaient vu la première version du film et disaient « mais elle n'est jamais nue ». Et c'est pour ça que Godard a rajouté, avant le générique, la fameuse séquence où Bardot est étendu dans son appareil le plus simple sur un lit et que Piccoli en fait un blason et détaille chaque partie de son corps. Et non, le film est superbe. Et Godard, après, est devenu complètement fou et a tourné n'importe quoi. Mais alors, comment vous expliquez je pense que c'était quelqu'un qui a été très spontané, presque génial, qui pouvait arriver le matin sur le tournage sans avoir écrit une scène et qui était capable de remplir comme ça des dialogues. Puis il y a un jour où on n'y arrive plus et c'est pour ça qu'il s'est embarqué dans des choses complètement... livres, ouais. Et puis comme tout le monde criait au génie, je pense qu'il avait l'intelligence de ne pas... Ne pas contredire. Oui. Et donc... Vous pensez qu'il savait qu'il avait évolué un peu n'importe comment, un peu comme Picasso, par exemple, savait qu'il faisait un peu n'importe quoi. Oui, peut-être. Ouais. Il disait dans les textes, les livres qui ont été écrits sur lui par sa fille, etc., que des fois il disait « je vais aller chier une toile », ou qu'il signait un autographe sur la nappe pour payer au restaurant pour 40 personnes, ou qu'il donnait des... Enfin, il avait vraiment conscience qu'il faisait des choses devenues commerciales. En fait. Peut-être que oui, qu'ils essayaient de pousser le bouchon le plus loin possible pour voir jusqu'où ça irait. Ouais. Alors, il y a eu des parodies que moi j'ai trouvé plutôt bonnes sur Godard avec Pierre Ninet, je ne me souviens pas du titre. Non, avec Garrel, non? Ah, Garrel, oui, pardon. Le Redoutable, oui. Qui est un film assez marrant, assez réussi. Mais celui qui est vraiment formidable, c'est celui de Linklater, qui sortira en octobre sur le tournage d'À bout de souffle, qui s'appelle Nouvelle Vague. Et ça, c'est une réussite complète où on sent vraiment l'admiration de cet Américain pour cette nouvelle vague française. Et en plus, il a eu l'intelligence de faire jouer tous les personnages, les acteurs, Gene Seberg, Godard, Truffaut, par des inconnus qui leur ressemblent un peu sans être des sosies. Donc, il n'y a pas du tout le filtre de la célébrité qui passe. Et c'est un chant d'amour au cinéma en liberté. Alors ça, c'est le genre de film qui vous plaît, alors? Oui. Mais c'est curieux qu'il ait fallu un Américain, donc quelqu'un un peu loin de tout ça, parce qu'un Français aurait fait quelque chose d'assez... Parodique. Parodique ou confit dans l'admiration. Mais faut se méfier des épigones de Godard, de toute façon. Alors, en parlant toujours de cinéma qui vous plaît, vous avez aussi Claude Sautet. Ah oui. Donc vous citez notamment Vincent, François Paul et les autres. Vous le citez souvent d'ailleurs. Pour moi, c'est un des plus grands films français. Ça. À chaque fois que je le revois, je découvre un détail supplémentaire. Célèbre scène d'engueulade du gigot. Ah oui, fabuleux ça. C'est alors, vraiment... Pourquoi est-ce que techniquement vous y avez quelque chose? Est-ce que qu'est-ce qui vous... C'est que tout est vrai là-dedans. Oui. Tous les personnages sont différents. Ils travaillent tous et on les voit travailler. Contrairement à la plupart des films où les gens fument des cigarettes à une terrasse sans savoir de quoi ils vivent. Et là, on voit les ennuis sentimentaux, les problèmes d'argent, les divorces, la bagnole, les week-ends à la campagne, toute cette mythologie. Et puis toutes ces vies ratées dont on sait bien qu'elles auraient pu réussir. Et puis des acteurs qui sont tous à la hauteur. C'est ça le problème en France, c'est qu'il n'y a plus que des seconds rôles maintenant et il n'y a plus de premier rôle. Alors... Là, Sautet, et puis c'est écrit avec Dabadi de façon prodigieuse. Ensuite, quand il s'est mis à travailler avec Fieschi, je suis moins client, mais les choses de la vie, César Roselli et Vincent, François Paul et les autres, c'est pour moi... Mais d'ailleurs, tout le monde l'admet aujourd'hui. Il était mal considéré, traité de pompidolien, de cinéaste bourgeois, alors que c'était le contraire de ça. C'était presque un cinéaste à l'américaine. Alors, il nous reste malheureusement très peu de temps. J'aurais bien voulu qu'on dise un mot. Là, ça rejoint un peu votre vie privée, mais comme vous en avez fait un livre, on peut en parler. Ça s'appelle donc Barbe à Papa. Et ça raconte un peu comment vous avez à vous occuper
de votre aîné, donc qui s'appelle Hubert, 2 ans, à l'époque où naît votre cadet, donc, qui s'appelle Gaspard. Ouais. Alors, pareil, comment vous est venue l'idée d'écrire un livre là-dessus? Est-ce que c'était adressé à un public ou est-ce que c'est adressé à vos enfants, par exemple? Plutôt à mes enfants, mais qui n'ont toujours pas lu. D'autant plus que le livre est introuvable. Mais je ne sais plus quelle était l'idée. Peut-être que je m'étais dit, ces moments-là vont partir et je vais les oublier, là, être seul avec ce gamin de 2 ans. Et puis pour un père, 2 ans aussi, c'est une bonne période parce que ça prend presque forme humaine. Avant, c'est pas très intéressant. C'est plus pour la maman. Oui. Et là, ça commence à parler, à marcher, à s'intéresser à un petit peu de tout autour de lui. Et voilà. Mais je me souviens plus du tout de ce qu'il y a dedans, je vous avoue. Vous racontez un peu tout, c'est-à-dire le bain, les visites au square, les visites au Guignol. Oui, j'ai fait tout ça, ouais. Oui. Là, il n'y a aucune scène inventée, j'imagine. Et qu'est-ce que vous retenez justement de la paternité? Parce que c'est... c'est la seule chose qui change un homme, je crois, la paternité. Sinon, le reste, on serait toujours étudiant à vie, oui. Alors, je crois qu'il nous reste 2 minutes. On a le temps d'écouter un tout petit morceau de musique et ensuite, on vous laisse le commenter avant de se quitter. C'était la 5e symphonie de Beethoven. Alors, en 30 secondes. Même moins, parce que j'ai découvert ça dans un film de John Boorman qui s'appelle Zardoz et qui est un navet noir, mais j'ai découvert cette symphonie. Voilà. D'accord. Alors, j'avais encore 2 questions. J'espère qu'on aura le temps de les traiter. Quel est le livre dont vous êtes le plus fier? Le prochain. La pirouette. Et enfin, donc, vous dites à la page 85 de Pain Total, donc vous vous adressez à votre ami défunt Olivier, donc celui qui est mort malheureusement au volant durant votre accident. Vous lui dites, pour réussir, il aurait fallu adhérer à SOS Racisme, collaborer à Globe, Globe étant le grand journal mitterrandiste, enfin l'hebdomadaire mitterrandiste des années 80, ou faire son trou dans la publicité. Alors Éric Neuhoff, vous n'avez rien fait de tout cela. Est-ce que vous avez raté votre vie? J'espère bien. S'il avait fallu faire ça. Et vous êtes content? Ah oui, moi je me suis beaucoup amusé, je continue. Bon, et c'est pas fini? Non. Quel est le prochain livre? Pourquoi? J'ai horreur d'être triste. Quel est votre prochain sujet? C'est un roman qui se passe à Cahors dans les années 70. D'accord, donc on retrouve un peu l'époque. Jeunesse. C'est un roman sur la province quand elle existait encore. D'accord. Ouais. Eh bien, écoutez, Éric Neuhoff, merci d'être venu à l'antenne de Radio Courtoisie. Merci Richard Desèze et Xavier Van Lierde. Merci à Stéphane à la technique. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de la réinformation.